Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Le judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Liberté, pourquoi faire, le podcast du Cercle Droit et Liberté. Je suis Étienne Perrin, responsable du pôle Europe du Cercle Droit et Liberté, et j'ai le plaisir d'animer cette émission en compagnie aujourd'hui de Caroline Boisvieux, responsable du pôle pénal. Bonjour Caroline. Bonjour Étienne. Également avec nous, Yvan Aubert, secrétaire général du Cercle. Bonjour Yvan. Bonjour Étienne. Alors, au programme aujourd'hui, la régulation de l'audiovisuel avec l'avènement de l'Arcom, énième autorité administrative indépendante. Également du rififi, comme toujours en Europe, le contentieux entre la Commission européenne et la Hongrie se poursuit, la Commission se disant prête à aller jusqu'à bloquer le versement de fonds européens. Dans un autre domaine, jusqu'où l'idéologie nous mènera-t-elle? Le développement des parcs éoliens ne semble pas avoir de limite. Même les règles de protection de l'environnement cèdent devant le désir d'éoliennes. Une histoire corse, la Corse toujours au centre des attentions, une fois encore, avec la question de son autonomie. Une autre proposition liée au rapport de couple, celle d'un délit de non-partage des tâches ménagères. Et enfin, nous parlerons de la fin de la campagne présidentielle et de l'enjeu crucial que représente le vote à l'occasion de cette élection. Félicitations pour votre élection, chancelier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un bref rappel de l'actualité du Cercle, des conférences à venir. Dans quelques semaines, nous allons recevoir pour une interview exclusive Jean-Éric Schottel sur la place des juges dans notre démocratie représentative. Également, nous sommes en train de travailler à une conférence avec un ancien candidat à l'élection présidentielle, par ailleurs philosophe. Nous vous en parlerons très bientôt. Nous organisons une réunion de recrutement le 12 mai prochain. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour nous rejoindre. Nous communiquerons à ce sujet. Vous pouvez nous rejoindre dans des pôles thématiques selon vos affinités et sujets d'études, et nous pouvons vous faire publier ou vous donner de quoi gagner en expérience. Enfin, dernière nouvelle, Thibaut Mercier représentait le Cercle Droit et Liberté en sa qualité de président, comme observateur international lors des élections législatives hongroises dimanche 3 avril. L'occasion, aux côtés d'autres représentants d'organisations internationales, de rencontrer notamment le président de la Cour constitutionnelle hongroise, de découvrir concrètement le système judiciaire et électoral local, de visiter de nombreux bureaux de vote et rencontrer des journalistes, assesseurs, ministres et représentants des différents partis politiques afin d'émettre des observations quant au traitement démocratique et équilibré de l'information par les médias et la fiabilité du système électoral hongrois. Voilà pour les nouvelles et les annonces. Chers auditeurs, ne tardons plus, installez-vous confortablement et passons maintenant au vif du sujet. Voici la Gazette. Demain, la Gazette locale vous fait une réputation de vierge militante. Yvan, tu voulais revenir sur l'ORTF. Oui, ou son nouveau nom, l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est une autorité administrative indépendante dont la mission est de réguler l'audiovisuel et de lutter contre les contenus illégaux en ligne. On en a beaucoup entendu parler parce que plusieurs règles s'appliquent en France au débat public relayé via l'audiovisuel. D'abord la pluralité tout au long de l'année, qui est bien sûr issue de l'article 4 de la Constitution, qui dispose que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique. Et ensuite, des règles particulières, effectivement, en période d'élection. Aujourd'hui, c'est la présidentielle. Une période de 3 mois donc d'équité, 2 temps de parole précède une période de 2 semaines ensuite d'égalité stricte des temps de parole et 2 temps d'antenne. On y reviendra. Vient ensuite le fameux silence radio, le jour du scrutin, avant 20h et la veille du scrutin. En dehors du fait que peu d'autres pays semblables pratiquent une régulation similaire, on peut s'interroger sur la légitimité des mesures et surtout leur efficacité quant au but recherché. Donc notons tout d'abord que les règles édictées par l'Arcom ne sont ni destinées à la presse écrite, ni au site internet, encore moins bien sûr aux publications étrangères. Quant à la période d'équité des temps de parole, elle obéit à un coefficient bien complexe, calculé selon le nombre de parlementaires, le résultat aux précédentes élections, l'audimat et aussi les sondages. Difficile donc pour un candidat non installé d'émerger vraiment.
Il y a aussi l'égalité pure et simple dans les 2 dernières semaines avant l'élection. Oui, alors l'égalité, elle concerne le temps de parole et d'antenne. Elle est plus stricte qu'aux précédentes présidentielles parce elle doit être respectée sur chaque période de la journée. De plus, et c'est un peu notable, il faut souligner qu'on peut neutraliser ces règles qui visent à garantir en fait l'égalité de l'exposition au public de chaque candidat, comme tous les auditeurs de radio le savent. En effet, si le temps de parole concerne le temps dont dispose le candidat et ses représentants, le temps d'antenne, lui, concerne le temps que passent les journalistes à parler des candidats. Or, n'est exclu de ce décompte que les propos explicitement défavorables aux candidats. Sont donc en principe décomptés les billets humoristiques qui, comme chacun sait, sont aussi rarement objectifs qu'intellectuellement construits, c'est d'ailleurs pas leur but, mais aussi le temps que passent les journalistes à expliquer pourquoi tel ou tel candidat qui estime être invisibilisé du débat, je pense au petit candidat, par les règles d'équité se trompe ou ne porte pas de candidature très sérieuse, etc. Donc faut-il abolir ce système et laisser à l'américaine les chaînes choisir à l'audimat tout simplement, ou au contraire allonger la période de stricte égalité, raccourcie récemment? La première solution mettrait à l'honneur la liberté du secteur privé, sans donner leur chance aux petits candidats, il faut le dire, et la seconde continuerait à faire râler les journalistes, mais permettrait peut-être aux électeurs endormis d'avoir une vision en profondeur des différents programmes. La question reste en suspens, en tout cas, on n'en a jamais fini avec l'ORTF. Étienne, notre spécialiste des questions européennes, va nous parler des tribulations hongroises avec la Commission européenne. Tu vois où ça nous mène, cette connerie d'Europe? Oui, Caroline, quand c'est pas la Pologne, c'est la Hongrie. La Commission a annoncé qu'elle initiera le processus de conditionnalité des fonds européens. Pour rappel, ce mécanisme validé par la Cour de justice, nous l'avions évoqué lors du dernier podcast, consiste pour la Commission à obtenir la suspension du versement des fonds européens en cas de non-respect des valeurs fondamentales inscrites dans les traités. Alors, la Commission reproche actuellement à la Hongrie de ne pas agir pour endiguer la corruption qui se répand dans le pays. Si cette suspension est validée par 15 des 27 États membres de l'Union européenne, la Hongrie pourrait être privée de 40 milliards d'euros de subventions européennes. Une fois de plus, ce mouvement interroge. D'une part, le mécanisme de conditionnalité en tant que tel, lequel dénote d'un changement de paradigme dans les rapports entre les institutions européennes et les États membres depuis le traité de Lisbonne, avec une ingérence croissante dans les affaires intérieures des États. Mais plus précisément, et en tout cas dans le cas de la Pologne et de la Hongrie, si nul ne doute que la corruption puisse exister dans à peu près tous les pays de l'Union européenne et qu'il faille assurément lutter contre, personne n'est dupe. La corruption n'est pas limitée à la Hongrie. En fait, les désaccords politiques sont en réalité ceux qui justifient ce mouvement de la part des institutions européennes. On pourrait aussi prendre l'exemple polonais, la question de l'indépendance de la justice et notamment de la justice constitutionnelle en Pologne, qui, en France, dirait qu'il n'y a aucune question d'indépendance de la justice constitutionnelle. Voilà, la Commission décide de poursuivre la Pologne, mais de ne pas poursuivre la France. Comme toujours, il y a des justifications officielles et des justifications officieuses. Nous participons de la même hypocrisie. On va maintenant parler de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Russie, avec Caroline. Essaie aussi de faire parler ce russe, Cétine. Tu trouveras Ouaman Suliman Pacha, il est tout le temps fourré. Oui, la Russie restait au soir de l'agression militaire de l'Ukraine, membre, comme cette dernière d'ailleurs, du Conseil européen. Seulement, le 25 février, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe a décidé de la suspension du droit de représentation de la Russie au sein du Conseil des ministres et de l'Assemblée parlementaire. Le 16 mars, c'est son expulsion pure et simple qui est prononcée, avec pour date d'effet le 16 septembre prochain. Cette radiation sans précédent a des conséquences concrètes pour le justiciable russe qui ne pourra plus saisir d'une violation à la Convention par son pays devant la Cour européenne des droits de l'homme, organe de contrôle le plus fonctionnel de l'ensemble de conventions offertes par le Conseil de l'Europe. Cette constatation est cependant limitée par le fait que la Russie, c'est vrai, n'avait pas pour habitude de modifier son ordre interne suite à ces condamnations, comme elle avait tout à fait le droit, et par le fait que l'examen de violations qui se seraient produites avant le 16 septembre seront bien du ressort de la Cour. Ratione temporis, donc.
Avant d'être toujours, cette fois sur les éoliennes et leur lien ambigu, tu vas nous dire, Étienne, avec l'écologie. Si c'est écologique, je comprends mieux. Oui, la question du développement de l'énergie éolienne est au cœur de nombreux débats en France et en Europe. Sont notamment en cause la question de l'efficacité énergétique de ce mode de production d'électricité et la problématique de son incidence largement négative sur l'environnement, il faut quand même le mentionner, à rebours de l'idée reçue selon laquelle il s'agirait d'une énergie verte, quoique renouvelable, c'est vrai. Par exemple, le gouvernement allemand a atteint un compromis entre le développement de l'éolien et la protection de la nature. Concrètement, les règles de protection de la nature et notamment de protection des animaux cèdent devant la nécessité de construire des nouveaux parcs éoliens. En effet, l'industrie allemande de l'énergie éolienne, autrefois en plein essor, avait vacillé dans les années 2010, en partie à cause de la législation stricte du pays en matière de protection de la nature, qui a vu des procès ralentir ou stopper complètement les projets. Le compromis trouvé vise à garantir que l'expansion de l'énergie éolienne terrestre ne soit pas entravée par les règles de protection de l'environnement trop strictes. Néanmoins, cet accord pourrait se heurter au droit de l'Union européenne, une fois de plus, qui contient notamment ce que l'on désigne par une interdiction de tuer dans les directives oiseaux et habitat, contenant une définition très large de la notion de mise à mort des oiseaux, alors que les éoliennes sont responsables de la mort de nombreux volatiles. Maintenant, en France, le débat est davantage centré sur la pollution visuelle et la faible efficacité énergétique. Le Conseil d'État a eu à traiter de la question des éoliennes dans 2 affaires récentes au mois de mars. Dans le premier arrêt du 7 mars dernier, relatif à la construction d'un parc éolien à Malensac dans le Morbihan, le Conseil d'État a jugé, au nom du principe d'indépendance des législations, qu'un règlement départemental de voirie encadrant l'implantation des éoliennes ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre d'une autorisation unique portant sur la réalisation d'un parc éolien. En effet, a été retenu qu'il ne ressortait pas des dispositions du Code de l'environnement que l'autorisation unique valait également autorisation au titre de la législation propre à la domanialité publique et dont le règlement départemental de voirie n'aurait été qu'une application. Enfin, dans le second arrêt du 10 mars dernier, relatif à la construction d'un parc éolien dans l'Hérault, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel ayant jugé, considérant les risques d'atteinte à l'environnement conjugués au caractère modeste de la contribution du parc à la politique énergétique nationale de développement des énergies renouvelables, que le projet en cause ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du Code de l'environnement. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'opposent à l'éolien pour des raisons tout à fait justifiées. Avec cet arrêt, on pourra demander la fin de certains projets éoliens sur le fondement du caractère modeste de la contribution éventuelle de ce parc à la politique énergétique nationale. Intérêt public majeur toujours, sur un autre sujet, des intérêts de la République pour son unicité peut-être. Caroline revient cette fois sur les derniers événements en Corse. Et le fromage, il est pas bon le fromage. Effectivement, à la suite de la mort tragique d'Ivan Colonna des suites de son agression par un codétenu islamiste à la prison d'Arles, le Canard enchaîné a révélé dans son édition du 9 mars dernier que le président de la République négociait directement avec l'exécutif corse un soutien à l'élection présidentielle en échange du rapatriement en Corse des membres du commando ayant assassiné le préfet Erignac et d'une autonomie de plein droit du territoire insulaire. En substance, à suivre le Canard enchaîné, le président de la République aurait secrètement négocié de porter atteinte à l'intégrité du territoire national afin d'obtenir un soutien politique. D'ailleurs, en visite dans l'île à la suite des violences, le ministre de l'Intérieur a annoncé être prêt à aller jusqu'à l'autonomie, soulevant du coup de ce fait de nombreuses questions quant à la signification réelle de cette autonomie, du statut induit pour la Corse et surtout laissant planer le doute sur les questions économiques dans la mesure où la Corse n'est de fait pas autonome économiquement. On reviendra d'ailleurs plus en détail sur la question de la Corse dans un podcast hors série à venir. Désormais, il s'agit de parler de féminisme, enfin plutôt de propositions de certaines féministes avec Yvan. Les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Alors, et même d'égalité tout court, hein, plus que de féminisme, puisque effectivement, une candidate déboutée a avancé l'idée d'un délit qui, pense-t-elle, répondra peut-être au sentiment d'insécurité, tout en judiciarisant toujours un peu plus la vie privée des citoyens. Il s'agit, vous le savez peut-être, du délit de non-partage des tâches ménagères.
Alors, pourquoi peut-on douter du sérieux de la mesure qui vise à faire de l'égalité réelle un nouveau champ du droit pénal? Parce que qui dit délit dit sanction pénale, dit saisine du ministère public, dit enquête et pouvoir de constatation accordé aux forces de l'ordre, on est d'accord? Alors après la police nationale qui contrôle en toute illégalité pendant le confinement le nombre de personnes à votre tablé, Sandrine Rousseau propose un monde où votre foyer sera le théâtre du maintien de l'ordre, les forces du même nom perdant leur mission première, l'ordre public. Poussons même la logique. Comment se prémunir de poursuites approuvées tout de même, selon le sondage IFOP du 7 avril dernier, par 50% des femmes et 44% des hommes? Pourra-t-on faciliter l'établissement de la preuve ou la constitution d'une défense par un contrat dont on imagine bien qu'il devra être suivi de récépissés ou de procès-verbaux accordés par l'un à l'autre après tel ou tel coup d'aspirateur ou de chiffon? Le consentement de l'un à la paresse de l'autre suffira-t-il à ne pas constituer l'infraction? Le résultat du sondage, à le juger représentatif, interroge tout de même sur l'attachement des Français à leur liberté et, plus encore, sur leur conception du rôle de la loi. Oui, enfin, on en revient finalement toujours à Solzhenitsyn, c'est le remplacement de la morale par le droit. Je vous renvoie à son discours de Harvard sur le déclin du courage. Maintenant, on va clore cette gazette et on va parler de démocratie avec l'élection présidentielle. Caroline, c'est à toi. Et oui, comme vous le savez, la première partie de l'élection présidentielle s'est achevée. Depuis, les candidats sont contraints au silence. Vient donc le temps du bilan et du questionnement. Cette campagne a-t-elle été à la hauteur des enjeux que nous traversons? Les Français se rendront-ils aux urnes? L'Institut IFOP a montré que seuls 47% des Français considéraient que cette campagne avait abordé les sujets qui les intéressaient. D'ailleurs, à l'automne, on a eu une période immigration et identité, permise par l'envolée fulgurante d'Éric Zemmour dans les sondages et la surprise qu'a provoqué son irruption dans le monde politique. Ensuite, il y a eu la question du pouvoir d'achat qui a été dominante du fait du renchérissement des prix consécutifs à la guerre russo-ukrainienne. Mais ce que l'ensemble des Français retiendront dans cette campagne, je pense, c'est le rapport ambigu que certains candidats entretiennent avec le principe de débat démocratique. La plupart des candidats ont dans cette campagne donné une bien piètre image, refusant de débattre entre eux, refusant de débattre avec leur adversaire principal, refusant tel ou tel journaliste, le dialogue et la conversation civique, qui pourtant sont nécessaires pour fonder un choix éclairé. D'ailleurs, le président a en effet donné le ton, refusant la moindre confrontation avant le premier tour, avec les autres candidats, mais aussi parfois avec des journalistes qu'il ne trouvait pas à son goût. Marine Le Pen, elle aussi, a refusé de débattre avec Éric Zemmour. Il est d'ailleurs amusant de voir que les deux candidats dont on suppose qu'ils seront au second tour ont tous deux refusé de se frotter aux autres. Dès lors, c'est vrai, nombreux sont les Français qui ne se sentent plus représentés par cette démocratie dans laquelle l'élection n'a plus beaucoup de valeur, dont l'élection n'est plus que le décorum d'une pièce écrite d'avance, une pièce qui rejoue inlassablement la même partie avec les mêmes personnages. Les campagnes présidentielles sont censées être ce moment de respiration pour la vie politique et la démocratie, et les jours de vote sont des moments de vérité. Alors, si tout le monde s'accorde à dire que la campagne n'a pas été à la hauteur, il est à craindre que le jour de vote ne le soit pas non plus. Seulement, il y a un autre point qui doit être souligné, qui pour moi, je pense, est fondamental. Dimanche, tout un pays se retrouvera dans un rituel vieux comme la Grèce pour décider de son avenir. Alors, il est vrai que la campagne n'a pas été celle que la France attendait et celle dont les Français avaient besoin. Le système est loin d'être parfait et les critiques sont totalement légitimes. Seulement, il est toujours plus facile de faire peser sur les candidats et sur la manière dont ils ont mené la campagne nos propres renoncements et notre propre désintérêt à la vie politique. Le bulletin de vote que chacun doit glisser dimanche est à ce jour le seul moyen de décider individuellement et collectivement de l'avenir de la France et des Français. Alors que personne ne s'en prive, dimanche, votons. Merci Caroline. Oui, votons tous et dans la mesure du possible, votons pour un candidat, lequel ne sera jamais le candidat idéal. Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. C'est l'heure de la rubrique culture. Nous avons quelques annonces à vous faire dans cette rubrique.
Particulièrement, le 14 avril prochain se tiendra la dernière conférence d'un cycle organisé par l'Institut Villet autour du sujet de l'ontologie des droits. Après le droit naturel moderne et les droits subjectifs, puis entre positivisme juridique et juste naturalisme révisé, le sujet de la dernière conférence sera une possible troisième voie, la conception institutionnelle du droit et des droits. Cette conférence se tiendra le 14 avril, donc en salle des conseils de l'Université Paris-Panthéon-Assas, place du Panthéon. L'inscription préalable est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire depuis le site de l'Institut Villet. Au passage, le dernier volume de la revue Droit et philosophie est disponible en libre accès au format numérique sur le site de la revue. Ce 13e volume analyse différents aspects de la pensée juridique américaine, s'y trouvent rassemblées plusieurs contributions relatives à la théorie de l'interprétation originaliste de la Constitution américaine, notamment à partir de l'œuvre de Paul Kahn, ainsi qu'un texte inédit de Duncan Kennedy, l'un des fondateurs des Critical Legal Studies. Également, Guillaume Travers, professeur d'économie, donnera une conférence chez nos amis de l'Affectio Societatis le mercredi 13 avril sur le thème suivant « Les corporations et l'économie du bien commun ». Encourager la création d'une richesse commune, c'est le souci qu'ont eu nos pères qui ont lié l'économie au corps de métier. Désireux d'unir le travail et le capital, d'établir l'égalité du marché, ils ont structuré l'activité productive autour des hommes et non des machines ou des valeurs qui représentent ces machines. Guillaume Travers proposera l'étude de ce modèle oublié qui peut être source d'inspiration en ces temps d'essoufflement des vertus provisoires du capitalisme. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du Cercle Affectio Societatis. Également, Caroline, tu as d'autres annonces à faire. Oui, nous vous invitons à aller lire le nouvel ouvrage de Jean-Éric Schottel, La démocratie au péril des prétoires, de l'état de droit au gouvernement des juges, paru dans la collection Le Débat chez Gallimard. Dans cet ouvrage, l'auteur, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, nous livre une analyse détonnante à propos de l'emprise du juge sur la démocratie représentative depuis une 50aine d'années. Dans quelques semaines, nous aurons l'immense plaisir de recevoir l'auteur pour une interview exclusive. Par ailleurs, Gagner la guerre économique, c'est aussi le nouvel ouvrage d'Olivier de Maisonrouge, 3e opus d'une trilogie sur la guerre économique. Après Penser la guerre économique et Survivre à la guerre économique, ce dernier opus a pour ambition d'être une réponse programmatique dans le contexte contemporain, à retrouver dans toutes vos librairies. Merci Caroline. C'est l'heure des annonces. Yvan, c'est à toi. Je souhaite revenir sur un très bon papier, très détaillé de Maxence Sobral, étudiant en droit, publié sur notre site, qui revient sur la règle des 500 parrainages et qui, au-delà des subtilités des règles, revient sur les différentes alternatives envisageables donc pour les prochaines élections présidentielles. Contributeurs potentiels, je m'adresse à vous. N'hésitez pas à nous contacter pour écrire et pour rejoindre sinon un de nos pôles thématiques selon vos affinités et vos sujets d'études. Community manager également, demande de stage, pareillement, sont des demandes que nous traitons avec grand plaisir. Napoléon, on dirait que c'est la fin. Chers amis juristes et non-juristes, nous arrivons à la conclusion de cet épisode. S'il vous a plu, n'attendez plus une minute pour nous mettre les 5 étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez notre émission. Ces notes sont très importantes pour le référencement et nous donneront donc plus de visibilité. Sur ce, chers auditeurs, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou nuit, où que vous soyez, et à bientôt pour le prochain épisode. Pas de compte à rendre et vive la liberté, allez, salut, hein. Ah, la liberté, c'est rien chouette.